Imaginez le silence d'une bibliothèque dans un ancien monastère où des rayons de soleil poussiéreux traversent d'étroites fenêtres, illuminant les pages jaunies des manuscrits. Quelque part dans les profondeurs de ces folios se trouvent des histoires que leurs auteurs n'ont jamais osé raconter de leur vivant. Des secrets si dangereux qu'ils ont dû être cachés aux regards indiscrets, écrits à l'encre secrète ou simplement gardés en mémoire, transmis de bouche à oreille aux personnes les plus dignes de confiance. Bonjour, chers auditeurs. Ce soir, nous allons faire un voyage dans les couloirs du Grand Palais de Constantinople, où derrière les rideaux pourpres se sont déroulés des drames qui pourraient surpasser n'importe quel thriller moderne. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous venez et quelle heure il est. Je suis toujours intéressé de savoir où et quand mes histoires trouvent leurs auditeurs. Alors, fermez les yeux et voyagez avec moi au VIe siècle de notre ère. Constantinople, la seconde Rome, la ville que l'on appelait la Nouvelle Jérusalem et la cité royale, est perchée sur 7 collines entre l'Europe et l'Asie. Ces rues de marbre sont bordées de gens vêtus de luxueux vêtements de soie, les pièces d'or tintant dans les mains des marchands, et l'air est empli des arômes des épices orientales, de l'encens des temples et de la brise salée du Bosphore. Mais si vous pensez connaître cette histoire par les manuels scolaires, vous vous trompez lourdement, car aujourd'hui, nous ne parlerons pas de chroniques de défilés, ni de panégyriques solennels adressés aux empereurs, mais de ce qui se cachait derrière les murs dorés du palais, de ce qu'un homme, un historien nommé Procope de Césarée, a osé écrire, mais n'a jamais osé publier de son vivant. Imaginez cet homme. Procope est assis dans sa chambre, quelque part à Constantinople, peut-être après l'an 58, à son retour d'une épuisante campagne italienne. Les bougies vacillent dans les chandeliers, la cire s'écoule lentement le long des murs, et par la fenêtre, on entend les bruits lointains de la ville nocturne, les aboiements des chiens, le grincement des charrettes, les voix étouffées des passants tardifs. C'est dans ce silence qu'il prend un stylet et commence à écrire ce qui s'appellera plus tard l'histoire secrète. Qu'est-ce qui a bien pu pousser un historien respectable, auteur de chroniques officielles, de grandes campagnes militaires, à se lancer soudain dans une entreprise aussi risquée? Après tout, ce qu'il s'apprête à coucher sur le parchemin peut lui coûter non seulement sa carrière, mais aussi sa vie. Il va dire la vérité sur l'empereur Justinien, celui que la postérité appellera le Grand et que l'Église orthodoxe consacrera comme un saint. Mais Procopius a vu cet homme non pas à travers le prisme de la propagande officielle, mais de ses propres yeux. Il avait vu comment les décisions étaient prises, comment d'énormes sommes d'argent étaient dépensées dans des projets grandioses, comment les gens ordinaires souffraient sous le poids des impôts qui servaient à financer des guerres sans fin et la construction de temples luxueux.
Et il a décidé que quelqu'un devait dire la vérité à ce sujet. L'histoire secrète n'est pas un simple document historique. C'est le cri de l'âme d'un homme qui ne pouvait plus se taire. C'est un pamphlet écrit dans un genre que les Grecs anciens appelaient psogos, la dénonciation totale. Mais derrière ce dénigrement se cache quelque chose de plus. Le portrait de toute une époque vue de l'intérieur, à travers les yeux d'un homme qui a été au cœur des événements. Procopius décrit Justinien non pas comme un grand conquérant et législateur, mais comme un homme obsédé par des projets grandioses, mais souvent irréalistes. Un empereur qui rêvait de redonner à l'Empire romain sa gloire d'antan, qui consacrait d'énormes ressources à la conquête de terres lointaines, alors que son propre empire saignait sous le poids des impôts et des épidémies. Mais Procopius peint le portrait de l'impératrice Théodora avec des couleurs encore plus vives. Dans les chroniques officielles, elle apparaît comme une co-empereur vertueuse, une sage conseillère de l'empereur. Mais dans l'histoire secrète, c'est une toute autre femme qui apparaît, une ancienne actrice, ce qui à l'époque était presque synonyme de prostituée, une femme au passé sombre qui a réussi à charmer l'empereur et à devenir l'une des figures les plus influentes de l'Empire. Il convient ici de s'arrêter pour réfléchir à cette époque, aux mœurs et aux perceptions qui régnaient au XVIe siècle. La société byzantine était extrêmement hiérarchisée et conservatrice. Une femme, en particulier une femme de basse naissance, n'avait que très peu de possibilités d'ascension sociale. Le fait que Théodora ait réussi à s'élever des échelons les plus bas de la société jusqu'au trône impérial était perçu par beaucoup comme une violation de l'ordre naturel des choses. Procopius décrit son passé sous les couleurs les plus sombres, n'épargnant aucun détail. Mais les historiens modernes tendent à penser que nombre de ces détails ont été exagérés ou inventés. L'histoire secrète n'est pas une chronique impartiale, mais un pamphlet politique destiné à salir la dynastie régnante. Néanmoins, même si l'on écarte les détails les plus scandaleux, l'image de Théodora que dépeint Procope reste fascinante. Il s'agit d'une femme d'une volonté et d'une intelligence extraordinaires qui a réussi non seulement à gagner le cœur de l'empereur, mais aussi à devenir son co-empereur à part entière. Dans les lois de l'époque, nous trouvons des indications directes que les décisions importantes étaient prises non seulement par Justinien, mais aussi par le Augusta Théodora aimée de Dieu. Et c'est là que commence la partie la plus intéressante, car derrière la façade officielle de l'État byzantin se cachait un monde plein d'intrigues, de conspirations et d'influences secrètes. Un monde où le véritable pouvoir n'appartenait souvent pas à ceux qui le détenaient officiellement, mais à ceux qui savaient habilement le manipuler dans l'ombre. L'une des caractéristiques les plus inhabituelles de la cour byzantine était l'énorme influence des eunuques. Ces personnes, privées de la possibilité d'avoir une descendance et donc, théoriquement, d'ambition dynastique,
étaient considérés comme les serviteurs idéaux de l'empereur. Ils pouvaient entrer librement dans les chambres de l'empereur et de l'impératrice. Ils étaient au courant de tous les secrets de la cour, et c'est par leur intermédiaire que la véritable gestion de l'Empire était souvent assurée. Imaginez le grand palais de Constantinople. Ce n'était pas seulement un palais, mais une véritable ville dans la ville. Un labyrinthe de salles, de couloirs, de cours et de jardins qui s'étendaient sur une vaste zone entre Sainte-Sophie et le bord de mer. Des personnages vêtus de soie glissaient dans ces couloirs. Des courtisans qui parlaient à voix basse s'inclinaient au bon moment et scrutaient les moindres mots et gestes de l'empereur. Mais parmi ces personnages, les eunuques occupaient une place particulière. Ils étaient reconnaissables à la douceur de leurs mouvements, à leurs visages imberbes, à leur voix aiguë. Ils marchent silencieusement, comme des ombres, mais derrière cette apparente discrétion se cache un grand pouvoir. Les eunuques contrôlaient l'accès à l'empereur. Ils étaient ses secrétaires, ses conseillers, parfois même ses commandants. Fulchérius de Chartres, qui se trouvait à Constantinople lors de la première croisade, a estimé à 20 000 le nombre d'eunuques dans la ville. Même si ce chiffre est exagéré, il donne une idée de l'ampleur du phénomène. Les eunuques sont partout, à la cour, dans l'armée, à l'église, dans les maisons de commerce. Comment ces personnes se sont-elles retrouvées dans cette situation? Certains d'entre eux étaient des esclaves achetés dans les pays voisins où la castration était courante. Un tel esclave eunuque valait 3 fois le prix d'un esclave ordinaire, car il était considéré comme une acquisition particulièrement précieuse. Mais les esclaves ne sont pas les seuls à devenir eunuques. Parfois, les familles nobles castrent elles-mêmes leurs plus jeunes fils, y voyant un moyen de promotion sociale. L'un des exemples les plus frappants est l'histoire des fils de l'empereur Romanus Suie Lecapenus. 2 de ses fils ont été castrés dans leur enfance. L'un d'eux, Théophylacte, devint patriarche de Constantinople, et l'autre, Basile, fut pendant 40 ans, de 945 à 985, le dirigeant de facto de l'Empire, restant dans l'ombre des empereurs nominaux. Réfléchissez à cette histoire. Un père prive délibérément ses fils de la possibilité de procréer, mais en retour, il leur ouvre la voie vers les sommets du pouvoir. Cela nous semble monstrueux, mais dans la logique de la société byzantine, c'était logique. Un eunuque ne pouvait pas devenir empereur, mais il pouvait devenir quelqu'un qui gouvernait les empereurs. Nous arrivons ici à l'une des caractéristiques les plus secrètes et en même temps les plus importantes du système politique byzantin. Formellement, le pouvoir de l'empereur était absolu. Il était considéré comme loin de Dieu. Sa parole faisait loi. Mais dans la pratique, l'empereur dépendait d'un système complexe de groupements de cours, d'intérêts et d'influences. Et très souvent, ceux qui n'avaient officiellement aucun pouvoir officiel se révélaient en fait plus influents que ceux qui portaient des titres élevés. Les eunuques
étaient des figures idéales pour un tel pouvoir de l'ombre. Ils ne pouvaient pas prétendre au trône et ne représentaient donc pas une menace directe pour l'empereur. Mais c'est pourquoi l'empereur pouvait leur confier les affaires les plus délicates, les secrets les plus importants. Peu à peu, ils sont devenus indispensables et, au bout d'un certain temps, il s'est avéré qu'aucune décision importante n'était prise sans leur participation. Bien sûr, ce système avait ses inconvénients. Les eunuques, privés de la possibilité de transmettre le pouvoir par héritage, devenaient parfois particulièrement brutaux dans la lutte d'influence. Sachant que leur pouvoir ne repose que sur la faveur de l'empereur, ils sont prêts à tout pour conserver leur position. D'où les intrigues incessantes, les complots, les hauts et les bas. Mais les eunuques masculins n'étaient pas les seuls à jouer un rôle important dans la vie secrète de Byzance. Les femmes, formellement exclues de la vie politique, avaient en fait souvent une grande influence sur le cours des événements. Là encore, il convient de se souvenir de Théodora. Procope raconte que lors de la révolte de Nika en l'an 532, alors qu'une foule en colère exigeait l'abdication de Justinien, l'empereur était prêt à s'enfuir de la capitale. Le navire l'attendait déjà dans le port, le trésor était chargé, il ne restait plus qu'à monter sur le bateau et à naviguer vers la sécurité. C'est alors que Théodora se présente. « Je crois, dit-elle selon Procope, que ce n'est pas le moment de se demander s'il convient à une femme d'être audacieuse devant les hommes ou de faire preuve d'insolence devant ceux qui ont peur. En effet, il est préférable que les hommes dont les affaires sont allées jusqu'à l'extrême consultent les circonstances. Je crois que fuir maintenant n'est pas salutaire, même si cela apporte la sécurité. Quiconque naît dans le monde doit mourir, mais celui qui a été empereur ne peut pas devenir un fugitif. Que je ne perde pas cette pourpre et que je ne vive pas pour voir le jour où ceux qui me rencontreront ne m'appelleront plus Seigneur. Si tu veux fuir, ce n'est pas difficile. Nous avons beaucoup d'argent, voici la mer. Voici les navires. Mais attention, une fois sauvés, à ne pas préférer la mort au salut. J'aime l'ancien dicton qui dit que la royauté est un beau linceul. Ces mots, transmis par Procopius, ne reproduisent peut-être pas fidèlement les propos de Théodora, mais il reflète parfaitement le caractère de cette femme, remarquable. Elle était prête à mourir, mais elle n'était pas prête à perdre le pouvoir. Et ses paroles ont eu un effet sur Justinien. Il resta à plat de l'extérieur de la ville le commandant Vélisarius avec une armée professionnelle et fit un terrible massacre à l'hippodrome de Constantinople où les rebelles s'étaient rassemblés. Mais l'influence de Théodora s'étend au-delà des tournants de l'histoire. Elle intervient activement dans la politique religieuse de l'Empire, en soutenant les monophysites, ces chrétiens qui croient que le Christ n'a qu'une nature divine. Cela contredisait la position officielle de l'Empire, mais Théodora a agi avec tant d'habileté qu'elle a même réussi à cacher le patriarche monophysite à la cour,
l'empêchant ainsi d'être arrêtée. Les femmes, comme Théodora, étaient l'exception, mais même les femmes ordinaires de Byzance avaient plus de possibilités d'influence qu'il n'y paraît. Certes, elles étaient formellement exclues de la vie politique, ne pouvaient pas exercer de fonctions publiques, ni être représentées au tribunal. Mais dans la vie réelle, nombre de ces restrictions étaient contournées. C'était particulièrement vrai pour les veuves. Dans la société byzantine, une veuve jouissait d'une liberté qu'une femme mariée n'avait jamais eue. Elle pouvait mener ses propres affaires, gérer sa dot et faire du commerce. Selon certaines sources, les veuves représentaient jusqu'à 20% de la population de l'Empire. Et nombre d'entre elles étaient des femmes d'affaires très prospères. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est la manière dont les femmes ont utilisé des canaux d'influence informels. Elles ne pouvaient pas être juges, mais elles pouvaient influencer les juges. Elles ne pouvaient pas être générales, mais elles pouvaient influencer les généraux. Elles ne pouvaient pas être empereurs, mais, comme le montre l'exemple de Théodora, elles pouvaient être plus influentes que l'empereur lui-même. Et cela avait sa propre logique. La société byzantine était imprégnée d'un système complexe de liens personnels, de patronage et d'obligations mutuelles. Dans un tel système, le pouvoir formel n'était qu'un des instruments d'influence et pas toujours le plus efficace. La capacité à nouer des relations, à créer des alliances et à trouver des compromis était bien plus importante. Les femmes exclues de la politique officielle sont devenues les maîtres de la diplomatie officieuse. Elles savaient comment influencer leurs maris, comment arranger des mariages entre familles puissantes, comment faire passer des informations par des canaux informels. Entre leurs mains se trouvaient souvent les fils qui contrôlaient le destin de l'Empire. Mais pour bien comprendre ce qui se cache derrière les pages de l'histoire secrète, il faut se souvenir d'une caractéristique du système politique byzantin qui rendait l'Empire unique dans le monde médiéval. Officiellement, le pouvoir de l'empereur n'était pas héréditaire. Bien sûr, dans la pratique, les empereurs tentaient de transmettre le trône à leurs fils en utilisant l'institution de la co-empowerment. Mais en théorie, chaque nouvel empereur devait être reconnu par les trois forces principales: le Sénat, l'armée et le peuple de Constantinople. Imaginez l'hippodrome de Constantinople à l'heure où se joue le destin de l'Empire. L'immense structure capable d'accueillir une centaine de milliers de spectateurs est remplie du grondement des voix. Sur le lit impérial, Katisma, apparaît un personnage en robe pourpre. La foule se fige. Puis on entend les cris de « Axios »,« digne » ou au contraire, des sifflets et des malédictions. Dans ces moments-là,
Ce n'est pas seulement le destin d'une personne qui se joue, mais aussi l'avenir de tout un État. Ce système a rendu la politique byzantine extrêmement instable. Au cours des 1000 ans d'existence de l'Empire, plus de 80 empereurs ont été remplacés sur le trône et très peu d'entre eux sont morts de vieillesse dans leur lit. La plupart ont été victimes de conspirations, de coups d'État, de révoltes ou simplement d'intrigues de palais. Les conspirations et les coups d'État n'étaient pas seulement des épisodes fréquents de l'histoire byzantine. Ils faisaient partie intégrante du système politique. Tout homme ambitieux savait que l'accès au pouvoir ne passait pas par des élections ou des nominations, mais par des intrigues habiles, des alliances secrètes et l'exploitation habile du mécontentement des différentes factions. Prenons par exemple l'histoire de l'empereur Léon le Cinquième arménien, qui a régné au début du IXe siècle. Cet homme est arrivé au pouvoir grâce au mécontentement de l'armée à l'égard de l'empereur précédent. Il a habilement utilisé le mécontentement des militaires, a réussi à attirer à lui des personnalités clés de l'armée et a organisé un coup d'État. Mais après être devenu empereur, il s'est retrouvé dans la même situation. Entouré de conspirateurs potentiels, il devait constamment craindre pour sa vie. En effet, quelques années plus tard, Léon fut assassiné par Michel II, celui-là même à qui il avait confié de hautes fonctions pour le récompenser de son aide dans la prise du pouvoir. Michel a utilisé la même méthode que Léon lui-même. Il a créé un cercle secret de mécontents, planifié le meurtre de l'empereur et s'est ensuite proclamé nouveau souverain. De telles histoires se répètent de siècle en siècle avec une régularité déprimante. Les conspirateurs renversaient l'empereur, devenaient eux-mêmes empereurs, puis étaient à leur tour victimes de nouveaux conspirateurs. Il s'agissait d'une sorte de manège politique, où les positions des participants changeaient constamment, mais où le jeu lui-même continuait. Cette logique est particulièrement évidente dans l'histoire d'Andronicus, le premier Comnène, qui a régné à la fin du IIe siècle. Cet homme était un véritable maître de l'intrigue politique. Il exploite le mécontentement du peuple face à la corruption et à l'arbitraire des courtisans, promet de rétablir la justice, de punir les corrupteurs et d'alléger le fardeau fiscal. Il est soutenu par l'opinion publique, qui voit en lui un libérateur de la tyrannie. Mais une fois au pouvoir, Andronicus devient lui-même un tyran, encore plus brutal que ceux qu'il a renversés. Il entreprend une répression massive contre ses anciens opposants, exécute son procès et confisque les biens. Les promesses de réforme ne sont pas tenues et l'Empire sombre dans le chaos. Finalement, Andronicus lui-même est victime d'une révolte organisée selon le même scénario que celui qu'il avait utilisé contre ses prédécesseurs.
Ces histoires nous montrent une caractéristique importante de la culture politique byzantine. Les conspirations et les coups d'État n'étaient pas seulement une manifestation de la cupidité ou de l'ambition individuelle. Ils constituaient un élément structurel du système. Lorsque les mécanismes formels de transfert du pouvoir ne fonctionnaient pas efficacement, la violence devenait le principal moyen de changement politique. Mais chaque conspiration nécessitait une préparation complexe, une planification minutieuse et la mise en place de coalitions habiles. Les conspirateurs devaient tenir compte des intérêts de divers groupes, militaires, courtisans, hiérarques de l'Église, marchands, artisans. Il fallait trouver le bon moment lorsque le mécontentement atteignait un point critique, mais en même temps ne pas laisser les opposants reprendre leurs esprits et organiser une contre-attaque. Prenons par exemple l'histoire de la prise de pouvoir de Michel Paléologue dans l'Empire de Nicée au milieu du XIIIe siècle. Michel était un commandant de mercenaires, des hommes qui servaient pour l'argent plutôt que pour des raisons idéologiques. Lorsque le gouvernement a commencé à économiser sur les dépenses militaires et à réduire les salaires des mercenaires, un fort mécontentement s'est manifesté parmi eux. Mikhaïl a su tirer parti de cette situation. Il n'a pas appelé à une rébellion ouverte. Cela aurait été trop dangereux. Au lieu de cela, il a commencé à mener une campagne discrète auprès des mercenaires, les convainquant que le gouvernement en place ne les appréciait pas et qu'ils méritaient un meilleur traitement. Peu à peu, un cercle de loyalistes s'est formé autour de lui, prêt à le soutenir dans un moment décisif. Lorsque l'occasion se présente, Michel agit rapidement et de manière décisive. Il s'empare des postes clés de la capitale, arrête ses principaux opposants et s'autoproclame despote. Tout s'est passé si vite que la résistance n'a tout simplement pas eu le temps de s'organiser. Mais le plus intéressant dans cette histoire est la manière dont Mikhaïl a réussi à légitimer son coup d'État. Il ne s'est pas contenté de prendre le pouvoir par la force, il a réussi à présenter ses actions comme un moyen de rétablir la justice, de sauver l'État d'un dirigeant incompétent. Il a fait appel aux notions traditionnelles byzantines, selon lesquelles un véritable empereur doit être non seulement fort, mais aussi un dirigeant juste. Cette capacité à transformer un coup d'État politique en un acte de justice réparatrice est une caractéristique de nombreux conspirateurs byzantins qui ont réussi. Ils ont compris qu'il ne suffisait pas de s'emparer du pouvoir, mais qu'il fallait aussi convaincre la société que cette prise de pouvoir était nécessaire et justifiée. Différentes techniques ont été utilisées à cette fin. L'empereur déchu était accusé de tyrannie, de corruption, d'hérésie et de trahison contre les intérêts de l'État. Il racontait les prophéties et les signes qui annonçaient prétendument le changement de pouvoir. Ils attiraient à leur côté les hiérarques des églises qui pouvaient donner au coup d'État une caution religieuse. Les partis dits bleus et verts de l'hippodrome
ont joué un rôle particulièrement important dans ces processus. Au départ, il ne s'agissait que de groupes de supporters soutenant différentes équipes dans les courses de chars. Peu à peu, ils se sont transformés en forces politiques sérieuses, chacune ayant sa propre idéologie, ses propres dirigeants et sa propre base sociale. Les Bleus soutenaient traditionnellement l'orthodoxie et les traditions impériales et étaient soutenus par la population urbaine aisée. Les Verts sympathisaient plus souvent avec les monophysites et étaient plus radicaux sur les questions sociales, soutenus par les artisans et les pauvres des villes. Mais cette division n'était pas absolue. Les partis pouvaient modifier leur position en fonction des circonstances. Tout prétendant au trône impérial devait obtenir le soutien d'au moins un de ces partis. Dans l'idéal, il pouvait les réunir sous sa bannière, comme ce fut le cas lors de la révolte de Nika sous Justinien. Les Bleus et les Verts oublient alors pour un temps leurs divergences et s'unissent contre l'empereur. La révolte de Nik est l'une des crises politiques les plus graves de l'histoire byzantine. Commencée comme une simple émeute après une course sur un hippodrome, elle s'est rapidement transformée en une véritable tentative de coup d'État. Les rebelles ont proclamé un nouvel empereur, se sont emparés d'une grande partie de la capitale et ont mis le feu à de nombreux bâtiments gouvernementaux. Justinien se retrouve dans une situation critique. Ses conseillers insistent pour qu'il quitte la capitale et tente de reprendre le contrôle de la situation à partir de la province. Le bateau est prêt, le trésor est chargé, le plan d'évacuation est élaboré. C'est alors que Théodora a prononcé son célèbre discours selon lequel la royauté est un beau linceul. Mais les mots de Théodora ne seraient qu'une belle phrase s'ils n'étaient pas soutenus par une force réelle. Et cette force, c'est une armée professionnelle sous le commandement de Vélisarius. Alors que les masses se déchaînaient dans les rues, les troupes impériales restèrent fidèles à leur serment. Et lorsque Justinien ordonna de réprimer la rébellion, Vélisarius exécuta cet ordre avec une efficacité impitoyable. Le terrible massacre de l'hippodrome, où des milliers de rebelles ont été massacrés, a marqué un tournant non seulement dans ce conflit particulier, mais aussi dans l'histoire du système politique byzantin. Il a montré qu'en fin de compte, le pouvoir appartient à celui qui contrôle l'armée. Les masses peuvent se révolter, les partis de l'hippodrome peuvent comploter, les courtisans peuvent tisser des intrigues. Mais le dernier mot revient à ceux qui tiennent l'épée. Cette logique a été déterminante pour toute l'histoire byzantine ultérieure. Les conspirateurs qui réussissaient s'appuyaient toujours sur le soutien de l'armée. Les prétendants au trône qui échouaient étaient le plus souvent vaincus précisément parce qu'ils ne parvenaient pas à rallier l'armée à leur cause. Mais l'armée n'est pas une force monolithique. Elle se compose de différentes parties, chacune ayant ses propres intérêts, ses propres commandants, sa propre culture d'entreprise.
Les troupes de la capitale sont différentes des troupes féminines, l'armée régulière des mercenaires, l'infanterie de la cavalerie. Un conspirateur habile devait tenir compte de toutes ces nuances, trouver des approches auprès des différents groupes de militaires et construire des coalitions suffisamment fortes pour prendre le pouvoir. Prenons, par exemple, l'histoire de la montée au pouvoir de la dynastie des Paléologues au XIIIe siècle. Michel Paléologue a réussi à devenir empereur, non pas parce qu'il était le candidat le plus noble ou le plus riche, mais parce qu'il comprenait mieux que quiconque l'état d'esprit qui régnait dans l'armée. Il avait commencé comme commandant mercenaire, connaissait les problèmes des simples soldats et était capable de leur parler dans leur langue. Lorsque Michel décida de prendre le pouvoir, il ne s'appuya pas uniquement sur ses troupes de mercenaires. Il réussit à trouver des alliés parmi les officiers de l'armée régulière, parmi les commandants de la marine et même parmi les gardes du palais. Il promet à chaque groupe ce qu'il veut entendre, une augmentation de salaire pour les mercenaires, de meilleures conditions de service pour les troupes régulières, une promotion rapide pour les officiers. Et lorsque le moment décisif est arrivé, toutes ces promesses ont fonctionné. Le coup d'État s'est déroulé presque sans effusion de sang, car Mikhaïl avait neutralisé à l'avance toute résistance potentielle. Il ne s'est pas contenté de prendre le pouvoir. Il y est parvenu avec le soutien des forces mêmes qui étaient censées le protéger. De telles histoires se sont répétées à maintes reprises dans l'histoire byzantine. Chaque coup d'État réussi était le résultat d'une préparation longue et minutieuse, d'une coalition habile et d'un timing précis. Et à chaque fois, les conspirateurs utilisaient les mêmes techniques de base. Ils jouaient sur le mécontentement des différents groupes, promettaient des améliorations, faisaient appel aux valeurs traditionnelles et trouvaient une justification religieuse à leurs actions. Mais le paradoxe est qu'une fois au pouvoir, les nouveaux dirigeants sont confrontés aux mêmes problèmes que leurs prédécesseurs. Les promesses faites aux alliés doivent être honorées, mais les ressources de l'État sont limitées. Les différents groupes d'intérêts continuent de se battre entre eux et le nouvel empereur doit trouver un équilibre entre eux en essayant de ne froisser personne de manière définitive, mais aussi de ne pas laisser quelqu'un devenir trop puissant. Tôt ou tard, de nouvelles contradictions se sont accumulées, de nouveaux mécontentements sont apparus, de nouvelles conspirations se sont formées. La roue de l'histoire tourne et les conspirateurs d'hier deviennent les cibles de nouveaux prétendants au pouvoir. C'est la tragédie particulière du système politique byzantin. Il a produit des personnes brillantes, talentueuses et énergiques, capables de grandes actions. Mais il les condamnait également à une lutte constante pour la survie,
à la nécessité de penser non pas au développement à long terme de l'État, mais à la manière de rester au pouvoir demain, la semaine prochaine, le mois prochain. C'est peut-être pour cette raison que l'histoire secrète de Procope semble si moderne, parce qu'elle ne parle pas seulement de certains personnages du VIe siècle, mais aussi des éternels problèmes de pouvoir, de la façon dont les ambitions et les passions de certains individus influencent le destin de nations entières. Ainsi, en réfléchissant à ces cycles éternels du pouvoir, nous revenons à la figure de Justinien et à cette époque dépeinte de manière si vivante et contradictoire par Procope dans son histoire secrète. Car le règne de Justinien n'était pas un simple épisode dans la succession des règnes byzantins. Il s'agissait d'une tentative de renverser le cours de l'histoire, de rendre au monde sa grandeur perdue, de rétablir l'Empire dans ses frontières d'origine. Imaginez un homme qui se réveille chaque matin en pensant qu'il est appelé à reconstruire l'Empire romain. Non pas symboliquement, non pas en rêve, mais dans la réalité pour reprendre l'Italie, l'Afrique du Nord, l'Espagne aux barbares, pour restaurer le pouvoir de Rome sur l'ensemble de la Méditerranée. C'est un tel homme qui était assis sur le trône byzantin dans la première moitié du VIe siècle. Justinien était un visionnaire au sens le plus large du terme. Il voyait devant lui le tableau grandiose d'un monde restauré, où un seul empire s'étendait de l'océan Atlantique à la Mésopotamie, où une seule foi unissait tous les peuples, où une seule loi régissait la vie de millions de personnes. Il était prêt à consacrer toutes les ressources de son État à la réalisation de ce rêve grandiose. Les guerres de Justinien ont commencé en Afrique du Nord, gouvernées par les Vandales, des tribus germaniques qui avaient conquis ces riches provinces au Ve siècle. Une armée byzantine, sous le commandement de Vélisère, débarqua sur la côte africaine et vainquit le royaume vandale au cours d'une brillante campagne. L'ancienne Carthage redevint une ville romaine et les provinces africaines revinrent sous l'autorité de l'empereur. Mais ce n'est qu'un début. La cible suivante est l'Italie, où règnent les Ostrogoths. Là, les choses se compliquent. Les guerres gothiques s'étendent sur de nombreuses années et se transforment en une lutte acharnée qui dévaste ce pays autrefois florissante. Les villes changent de main, les armées traversent la péninsule et la population civile souffre des guerres incessantes. À ces difficultés s'ajouta une autre calamité, la peste de Justinien, une épidémie qui balaya l'Empire et fit des millions de victimes. Procope décrit les horreurs de cette épidémie. Les gens mouraient dans les rues. Il n'y avait personne pour enterrer les morts. Des villes entières étaient désertées. Les historiens modernes estiment que cette pandémie a été l'une des plus grandes catastrophes démographiques de l'histoire de l'humanité. Mais même la peste n'a pas arrêté Justinien. Il poursuit les guerres, les constructions et les réformes. Le principal symbole de son époque est la nouvelle cathédrale Sainte-Sophie.
une construction grandiose qui devait surpasser tous les temples du monde. Lors de la consécration de la cathédrale, l'empereur prononça les célèbres mots « Salomon, je t'ai surpassé ». En effet, Sainte-Sophie était une merveille architecturale. Une immense coupole comme flottant dans l'air, des colonnes de marbre venues de tout l'Empire, des mosaïques à couper le souffle. Plus qu'un simple édifice religieux, ce temple est devenu un manifeste, une déclaration selon laquelle Byzance était capable de grandes réalisations. Mais derrière toute cette splendeur se cachaient des coûts énormes qui pesaient lourdement sur la population de l'Empire. Procopius raconte comment Justinien a soutiré de l'argent à ses sujets, comment de nouvelles taxes ont été imposées, comment les fonctionnaires ont pillé les provinces. L'histoire secrète est remplie de récits montrant comment les gens se sont ruinés, comment les anciennes familles sénatoriales ont perdu leur richesse, comment les provinces se sont vidées de leur substance sous l'effet de la pression fiscale. C'est là que se situe le principal paradoxe de l'ère de Justinien. D'une part, c'est une époque de grandes réalisations, victoires militaires, chefs-d'œuvre architecturaux, réformes juridiques. Le Code de Justinien est devenu la base du droit européen pendant plusieurs siècles. Les territoires conquis ont été restitués à l'Empire. Sainte-Sophie était restée pendant 1000 ans le symbole de la grandeur byzantine. Mais d'un autre côté, toutes ces réalisations ont eu un prix terrible. L'Empire est déchiré par la tension de la surcharge. Les territoires conquis devaient être maintenus par la force, ce qui nécessitait une présence militaire constante. La population diminue en raison des épidémies et des guerres. L'économie est minée par des impôts excessifs. Après la mort de Justinien, ses successeurs n'ont pas pu conserver tous les territoires qu'il avait conquis. L'Italie est perdue lorsque les Lombards l'envahissent. Une grande partie de l'Espagne est reprise par les Wisigoths. Même en Afrique du Nord, la présence byzantine s'affaiblit progressivement, mais le coup le plus dur pour l'Empire est venu de l'Est. Au 7e siècle, l'expansion musulmane a commencé, privant en quelques décennies Byzance de la plupart de ses territoires. La Syrie, la Palestine, l'Égypte, l'Afrique du Nord, toutes ces riches provinces tombent sous la coupe des califes arabes du grand empire méditerranéen. Il ne reste plus qu'un fragment balkano-anatolien. Dans cette nouvelle réalité, de nombreuses institutions qui avaient joué un rôle important dans la Byzance classique ont commencé à perdre de leur importance. Les eunuques, qui avaient été les piliers de l'administration impériale pendant des siècles, ont été progressivement relégués à l'arrière-plan. Sous la dynastie des Komneni, aux XIe et XIIe siècles, ils étaient encore nombreux à la cour, mais n'atteignaient plus le sommet du pouvoir. Fulchérius de Chartres, qui visita Constantinople lors de la première croisade, estimait encore à 20 000 le nombre d'eunuques dans la ville.
Mais il ne s'agit plus des personnages omnipotents qui, dans le passé, ont réellement gouverné l'Empire. Les Comnènes préféraient s'appuyer sur les liens de parenté, créant un système complexe de clans familiaux où les postes clés étaient occupés par des représentants de la famille impériale. Après la restauration de l'Empire en l'an 1261, lorsque Michel Paléologue reprit Constantinople au latin, les eunuques perdirent finalement leur position. Les paléologues considéraient leurs caractéristiques physiques comme un désavantage, et l'idée bien ancrée de la transmission héréditaire du pouvoir rendait inutiles les précautions antérieures. Ce changement reflétait des processus plus profonds qui se déroulaient dans la société byzantine. L'Empire devient plus traditionnel, plus conservateur, plus semblable aux autres États médiévaux. L'esprit cosmopolite qui avait rendu Byzance unique au début disparaissait. Les intrigues complexes de la cour sont remplacées par des liens familiaux plus simples et plus directs. Les femmes, elles aussi, perdaient les possibilités d'influence qu'elles avaient eues à l'époque classique. La société byzantine tardive est devenue de plus en plus patriarcale, de plus en plus fermée. L'éducation des femmes se limitait à l'essentiel: lecture, écriture, calcul, psaume. L'alphabétisation des femmes a chuté, passant de 16% au XIVe siècle à moins de 2% au XIIIe siècle. Mais le changement le plus important concerne peut-être la nature même du pouvoir à Byzance. Si, au début de la période, l'empereur était avant tout le chef de l'État, à la fin de la période, il est devenu le chef d'une dynastie. Le pouvoir se transmettait par héritage. Les membres les plus jeunes de la famille impériale recevaient des titres élevés et des postes lucratifs, et une hiérarchie complexe de liens familiaux était créée. Ce système est plus stable, mais moins dynamique. Fini les figures brillantes qui, grâce à leur talent et à leurs ambitions, pouvaient s'élever du bas de l'échelle sociale jusqu'au sommet du pouvoir. La place de Théodore et de Basile Bolgaro-Boatsev est occupée par des dirigeants plus modestes et plus prévisibles. Et lorsque, en l'an 1453, les canons de Mehmed le Conquérant firent un trou dans les murs de Constantinople, ce ne fut pas seulement une catastrophe militaire, mais la fin d'une civilisation entière. Une civilisation qui avait su allier l'opulence orientale au rationalisme occidental, la piété chrétienne à la sagesse antique, la hiérarchie stricte à la mobilité sociale. Mais la mémoire de cette civilisation n'est pas seulement conservée dans les chroniques historiques et les monuments architecturaux. Elle est conservée dans les histoires secrètes qui ont été transmises de génération en génération, dans les récits de personnes qui ont su jouer le jeu le plus difficile au monde, le jeu du pouvoir sur les âmes humaines. L'histoire secrète de Procope n'est qu'une de ces histoires, mais elle ouvre une fenêtre sur un monde plein de passion et de contradictions, de noblesse et de méchanceté, de grandeur et de mesquinerie.
Un monde où des événements quotidiens pouvaient changer le cours de l'histoire. Un monde où les gens vivaient avec un engagement total, n'épargnant ni eux-mêmes ni les autres dans la poursuite de leurs rêves. Et c'est peut-être pour cette raison que ces histoires anciennes sont encore capables de nous passionner, parce qu'elles nous parlent non pas d'étrangers en des temps étranges, mais des mêmes passions et aspirations qui animent les gens à toutes les époques. Elles nous parlent de la soif de pouvoir et d'amour, de la trahison et de la loyauté, de la façon dont les grandes idées sont réalisées par des personnes imparfaites. Procopé de Césarée est mort probablement dans les années 50 et 60 sans avoir décidé de publier son histoire secrète. Le manuscrit est resté dans les archives pendant de nombreux siècles, jusqu'à ce qu'il soit découvert et publié au XVIIe siècle. Ce n'est qu'à cette époque que le monde a appris la vérité sur l'âge d'or de Byzance, une vérité complexe, contradictoire mais non moins fascinante. Aujourd'hui, alors que nous vivons à l'ère de la transparence de l'information, que les moindres faits et gestes des dirigeants politiques sont couverts par les médias, il est difficile d'imaginer une époque où la vérité aurait pu être cachée pendant des siècles. Mais c'est peut-être là que réside la valeur particulière d'ouvrages comme Secret History. Elles nous rappellent que derrière toute façade officielle se cache une réalité humaine vivante, pleine de passion et de contradictions. Et lorsque nous fermons les yeux et imaginons ces temps lointains, les bougies vacillantes dans les salles de marbre du Grand Palais, le bruissement des robes pourpres, les voix étouffées des conspirateurs, le tintement des pièces d'or, dans les mains des marchands, nous touchons à cette chose éternelle qui lie toutes les générations humaines. Au désir de comprendre le sens de ce qui se passe, de trouver sa place dans le monde, de laisser une trace dans l'histoire. Bonne nuit, chers auditeurs. Que vos rêves soient remplis d'histoires étonnantes et que demain vous apporte de nouvelles découvertes. Je vous donne rendez-vous pour nos prochains voyages nocturnes dans les labyrinthes de l'histoire, où chaque tournant peut nous révéler un nouveau mystère, chaque page, une nouvelle énigme de l'âme humaine.